quel timing. D'abord, Xavier Moreau, on lit l'information. Le Sénat américain bloque une aide de près de 100 milliards d'euros pour l'Ukraine et Israël. On comprendra que les démocrates tentent de fusionner le package. Bon, si t'appuies l'un, t'appuies l'autre, etc. Qu'est-ce qui se passe de votre point de vue à vous concernant l'Ukraine? On lit beaucoup dans les médias américains, entre autres dans le Washington Post. Stalemate, c'est l'impasse. Est-ce le bon terme? C'est l'impasse pour les Occidentaux, on va dire, pour Kiev et pour l'OTAN, pas du tout pour la Russie. La Russie, elle a son plan qui, je pense, a été mis en place à partir du mois de juin 2022, quand ils se sont rendus compte qu'il n'y aurait pas de signature de traité, comme après l'intervention de Johnson. Maintenant, c'est public. Il y a le chef du parti de Zelensky à la Rada, au Parlement ukrainien, qui l'a déclaré lui-même. Donc Johnson est arrivé, je crois que c'était le 9 avril. Il a dit on va rien signer, on va faire la guerre. Donc à partir de là, les Russes l'ont compris. Ils ont compris aussi que l'OTAN montait en puissance. Il y a eu les premières livraisons de chars dès le mois d'avril, les premières grosses livraisons d'ailleurs. C'est-à-dire les Polonais, c'est-à-dire les Tchèques, et c'était du matériel soviétique. Donc c'est ce qu'il y avait de mieux pour les Ukrainiens, parce qu'ils savaient le maintenir. Et donc à partir de là, je pense qu'on peut dire fin juin, début juillet 2022, les Russes ont changé de stratégie. Et le but, c'est de détruire le potentiel militaire, ce que j'appelle otano-kievien. Et en fait, l'avantage pour les Russes, c'est que Kiev, de son côté, à tout prix voulait reprendre du territoire pour convaincre à la fois sa population et ses alliés qu'une victoire contre la Russie était possible. Et le malheur pour Kiev, c'est que l'échec complet de l'offensive de cet été est acté aujourd'hui par toutes les élites occidentales, et que l'Ukraine est épuisée. Mais l'Ukraine ne vit plus par elle-même. Pourquoi est-ce que donc sur ces 100 milliards, il y en a 60 milliards pour l'Ukraine, une bonne partie aussi, je crois, une bonne partie, 20 milliards pour Israël et 20 milliards pour Taïwan. Donc c'était ça l'idée. Et le problème, c'est que plus personne ne croit à la victoire de Kiev. Et le problème, c'est que les démocrates, eux, ont besoin que le front soit au minimum gelé jusqu'aux élections présidentielles. Parce que si par hasard les Russes, l'été prochain, mettent une énorme offensive, qui a des résultats, pas forcément à la fin des conflits, mais qui prennent quelques grandes villes ou une défaite militaire sur le champ de bataille, à ce moment-là, pour le conflit ukrainien aura un impact sur les élections présidentielles américaines contre le Parti démocrate. Avec Trump, entre autres, qui ne veut pas d'engagement international. C'est ça. Si vous voulez, pour faire une comparaison, la débâcle du départ en Afghanistan en 2021 n'aura aucun impact sur les élections américaines, tout le monde a oublié. Oui. Si jamais le conflit ukrainien s'arrête maintenant ou s'il est gelé jusqu'en novembre 2024, ça n'aura aucun impact. Car il ne sera pas étiqueté comme étant une défaite. C'est ça. Des Américains. Voilà, donc à la limite, même pour le Parti démocrate, il vaudrait mieux que ça s'arrête à les maximum au mois de mai. Si ça s'arrête au mois de mai, les électeurs américains sont comme les autres, c'est des poissons rouges. Donc 3 mois après, ils ont oublié qu'il y avait déjà ici, est-ce que c'est ça ou est l'Ukraine? Qui sont les Ukrainiens? Mais dans la réalité, ce matin, 9h16 ce matin, qu'est-ce qui opère? Quelles sont les forces qui opèrent? Est-ce qu'on est en train de préparer de manière réaliste une rencontre? Est-ce possible d'imaginer une rencontre entre Poutine et Zelensky? Je lance des idées. Est-ce qu'on est en train de préparer une exfiltration de Zelensky et de son épouse dans un pays ami, que ce soit les États-Unis ou un pays de l'OTAN? Qu'est-ce qu'on prépare actuellement au-delà de la scène militaire et du combat dans le day-to-day? Alors pour moi, il y a plusieurs choses qui se préparent effectivement. Remplacer Zelensky me paraît une nécessité. Le problème, c'est que ça doit être fait démocratiquement. Ou alors démocratiquement à la Maïdan. La Maïdan, c'est un coup d'État qui a été appelé une révolution démocratique. Mais la CIA a déjà fait des exfiltrations. Je pense qu'on est sur un modèle sud-américain de la guerre froide, si vous voulez. C'est-à-dire, on remplace un président fantoche par un général aux ordres. Somoza Ortega. On est exactement sur ce modèle-là. Moi, ce que je pense, surtout ce que je vois de ce qui se prépare, c'est l'après-défaite ukrainienne. Mine de rien, les Nord-Américains, je ne vais pas vous mettre dans le sac, Washington a remporté une grande victoire, non pas contre la Russie, mais contre l'Europe et contre l'économie européenne. Puisque si vous regardez maintenant, les chiffres sont tombés. Les entreprises allemandes, à cause de l'explosion du coût de l'énergie, ne sont plus compétitives. Elles déménagent soit aux États-Unis, soit en Chine, soit au Canada.
Donc le gaz de schiste liquéfié est enfin rentable après avoir été une bulle pendant près de 15 ans. C'est rentable. Ça aussi, c'est des chiffres officiels. Les États-Unis ont gagné 53 milliards de dollars de plus en vendant leur gaz liquéfié que si les prix avaient été opération militaire spéciale. Donc antebellum. Donc c'est-à-dire que le but de Washington, c'est de maintenir ça. Ce sera un échec complet pour Washington. Washington va perdre contre la Russie, j'en suis certain. Ce sera un échec complet si, à peine les combats terminés, Berlin et Paris vont voir Moscou et disent bon, écoutez, on fait comme avant. On rebouche Nord Stream. Il y a encore un tuyau de Nord Stream qui fonctionne. On le met en œuvre. Il peut être mis en marche demain s'il le faut. Donc, on reprend des contrats à long terme avec le gaz russe, avec l'énergie russe. Et puis, on fait comme avant. Si ça arrive, c'est la catastrophe pour Washington. C'est un échec complet. Donc aujourd'hui, ce que prépare Washington, c'est l'après-défaite ukrainienne. Donc c'est pour ça que vous voyez l'agitation de la Finlande à la frontière, avec l'Estonie qui veut aussi fermer sa frontière. Ils en sont à 17 000 sanctions, le 12e paquet de sanctions, pour faire que le détricotage de toutes ces sanctions soit le plus difficile possible et qu'elle soit le plus contraignant possible. Parce que le but de l'opération de côté de Washington, c'était la construction d'un nouveau mur de fer entre la Russie et le reste de l'Europe. Donc aujourd'hui, pour moi, l'enjeu principal, c'est ça. Et je pense même que Washington pourrait arriver à un accord avec la Russie. Il ne faut pas oublier que fin juin, le chef de la CIA, et ça c'est une information officielle, Burns, il a contacté Narychkin, qui est son homologue au SVR, la CIA s'appelle le SVR en Russie, et alors soi-disant, officiellement c'était pour parler de Prigojine, mais en fait Narychkin dit oui, puis on a parlé aussi du sort de l'Ukraine. Donc le sort de l'Ukraine, de toute manière, il ne sera pas négocié entre Kiev et Moscou. Il sera négocié entre Moscou et Washington. Et si Washington obtient de Moscou, écoutez, vous avez fait votre virage vers l'Asie, laissez-nous l'Europe comme colonie, ça nous va très bien et on va trouver un accord et en gros on va. Et quel pourrait être le statut de l'Ukraine à ce moment-là? Alors pour moi il y a. Est-ce que Moscou accepterait une zone tampon, une zone non militarisée? Est-ce que ça doit être nécessairement un régime pro-Poutine? Quel est l'avenir? Non, d'ailleurs, Vladimir Poutine n'a jamais demandé le départ de Zelensky. Ce qu'il voulait, en fait, les Russes, les Russes, de par la géopolitique et de son histoire, auraient aimé avoir une zone tampon, ou à tout le moins que l'OTAN se comporte de manière intelligente. Parce que là, on est tombé dans une discussion, puis un quiproquo, et une situation flasque. Oui, peut-être que ça va faire partie de l'OTAN, peut-être pas. On y pense, peut-être, etc. C'est ça qui a fait virer Poutine dingue. Poutine l'avait dit clairement, ça, dans un discours. À l'automne 2021, il fait des propositions, automne-hiver 2021, il fait des propositions de garantie de sécurité, dans lesquelles il demande beaucoup, en fait, pour obtenir... ce qu'il voulait, c'est que l'Ukraine soit neutralisée au sens propre du terme. Que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN. C'est ce qu'il voulait. Et je pense que aujourd'hui, Washington serait prêt à donner ça. Mais aujourd'hui, les Russes n'ont plus confiance. Et maintenant, ils ont trop avancé. Constitutionnellement, ils ont intégré dans la fédération 4 régions. Je pense qu'ils vont reprendre encore au moins 3 autres, c'est-à-dire Kharkov, Dniepropetrovsk, Nikolaïev et Odessa, 4 régions. Encore. Et Odessa? Ils vont prendre la mer Noire. Ils vont bloquer la mer Noire. On se retrouverait avec un pays sans accès à la mer. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'a dit. Il y a un gouverneur donc de la région. Ça, c'est une catastrophe pour l'Ukraine. C'est une catastrophe pour l'Ukraine. C'est un échec complet pour la Pologne parce que le grand projet géopolitique de la Pologne, c'est l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative des 3 mers, qui remémore à l'époque où la Pologne était un empire, donc qui part de la mer Baltique, qui va jusqu'à la mer Noire et qui maintenant ils ambitionnent même de rejoindre la mer Adriatique. Donc évidemment que si la mer Noire est perdue, c'est la fin. Ce sera un remodelage complet de la géopolitique en Europe. Vous vivez à Moscou. Doit-on craindre Poutine, de notre point de vue? Parce que, de manière tout à fait réaliste, on se dit « what's next ?» Qu'est-ce qui arrive? Et la Pologne craint ça, mais évidemment, s'ils attaquent la Pologne directement, à ce moment-là, ça peut devenir rapidement un conflit ouvert parce que c'est un membre en règle de l'OTAN. Et selon les règles de l'OTAN, si tu m'attaques, j'attaque, je contre-attaque en équipe. Que doit-on craindre de Poutine? Déjà, pour que les Russes attaquent la Pologne, il faudrait qu'ils attaquent la Biélorussie. Mais plus clairement, que veut Poutine? Ce que veut dire Poutine, c'est protéger les populations russes, où qu'elles soient. Donc, c'est pour ça qu'il est intervenu en Ukraine et c'est pour ça qu'il n'envahira pas la Pologne.
En plus, il faut voir une chose, c'est que on est à l'âge... Il n'envahira pas la Pologne? Il n'envahira pas la Pologne. Même si c'est un peuple slave, mais non russophone. Oui, mais c'est ethniquement, c'est des Slaves, mais ethniquement, on rajoute l'aspect culturel, historique, ça n'a rien à voir avec les Russes. Non, c'est pas des russophones. Voilà, donc, et il y a pas de... Les Russes qui habitent en Pologne, c'est parce qu'ils le veulent bien. Ils n'ont pas été... Ce sont des Polonais. Voilà, donc c'est pas... la Russie n'ira pas là-bas, pas plus qu'elle n'ira. Si j'étais les pays baltes, je commencerais à mieux traiter les minorités russes. Voilà. Parce qu'en fait... Donc on doit craindre pour l'Estonie, la Lettonie? Je pense pas. Je pense pas, mais je pense que ce serait bien pour eux. Ce serait bien qu'ils traitent mieux les minorités russes, parce que la Russie a d'autres moyens de pression que les moyens militaires. Par exemple, on dit que les Russes vont envahir les pays baltes. Mais si les Russes voulaient envahir les pays baltes, pourquoi est-ce qu'ils ont construit autour de la Baltique 3 ports géants pour remplacer les ports des pays baltes? Vous avez Ust-Luga, vous avez Vyborg, vous avez toujours Saint-Pétersbourg et un troisième que j'ai oublié. Mais donc, maintenant, la Russie a construit des ports géants. Et même les biens qui venaient de Biélorussie ne passent plus par les ports baltes. C'est pour ça qu'ils sont ruinés d'ailleurs. Et ils passent par les ports russes. Donc, à quoi ça sert de construire des ports? C'est exactement ce qui s'est passé pour la Crimée. La Russie avait acté avant 2014, avant Maïdan, qu'ils allaient perdre la Crimée. Et donc, ils ont construit un grand port militaire à Novorossiysk, sur la partie de la mer Noire qui est russe. Et puis là, ça a été la divine surprise, avec cette stupidité de Maïdan, qui était un très mauvais calcul de Washington, toujours. Et finalement, ils récupèrent la Crimée. Mais c'était pas prévu. Si les Russes avaient prévu de récupérer la Crimée, ils n'auraient pas investi des milliards et des milliards pour construire un port à Novorossiysk. Et là, c'est pareil. Alors, à moins que les pays baltes attaquent la Russie, mais là, j'ai quand même des doutes. Et puis aussi, un dernier aspect sur les pays baltes, c'est que les pays baltes, ce sont des déserts humains. Depuis la chute de l'URSS, la population en âge de travailler et d'étudier a quitté. Vous regardez les courbes démographiques, c'est l'Union européenne a détruit les pays baltes. Aujourd'hui, j'ai des amis qui habitent. De par la possibilité de mobilité intérieure. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Et dès qu'ils ont 18 ans, ils partent étudier ou travailler ailleurs. Et des vieux. Voilà, c'est... Faites-nous vivre un peu, là, Moscou. On n'est pas allé. Moi, je suis pas allé en Russie et tout ça. Évidemment, là, on vous reçoit ici. Là, c'est autre chose quand même que ce conflit-là. Là, la Russie, c'est un grand pays avec une grande histoire. Si tu es homosexuel ce matin en Russie, c'est une mauvaise nouvelle. Là. Comment ça se passe? Ça dépend. La vie en Russie, la vie comme citoyen, si tu veux être journaliste indépendant, si tu es une minorité sexuelle, parce que vous comprenez qu'ici, on est plus dans une ère woke, où c'est la diversité tous azimuts. On a fait même des parodies ici à Radio X. Qu'est-ce que c'est que la vie dans le quotidien en Russie? Alors, bon, pour le fait d'être homosexuel, si vous embrassez pas votre amant sur la bouche dans la rue, il vous arrivera rien. Là où j'habite, juste à côté, j'ai un voisin homosexuel, c'est notoire, et il a aucun problème. Parce que mais lui ne doit pas démontrer son homosexualité. Il faut faire la différence entre l'homosexuel et le LGBT. Les Russes viennent de décréter le LGBT extrémisme. Oui. Mais il n'y a pas de loi contre les homosexuels. Quand vous êtes dans votre chambre à coucher, vous faites ce que vous voulez. Et... Ben sur la rue, si tu te promènes avec ton chum gay, main dans la main, tu peux être dans le trouble. Surtout que vous pouvez vous prendre une droite d'un Russe qui passe à côté de vous. Oui. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les enfants voient ça. C'est la France des années 80, si vous voulez. Il n'y a pas d'hostilité fondamentale, c'est plutôt un objet de plaisanterie, comme ça l'était dans le cinéma français à l'époque de Belmondo. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette offensive LGBT généralisée, même pas seulement en Occident, mais dans le monde, je pense qu'ils n'auraient même pas légiféré là-dessus. Mais simplement, il voit aussi les programmes de télévision qui arrivent. Alors heureusement, Netflix a arrêté d'émettre en Russie, ce qui est à mon avis une très bonne sanction, il faut qu'ils continuent comme ça. Mais malgré tout, il y a toute une partie de ces programmes de télévision qui sont sur le changement de sexe, les héros... Ça, c'est banni, là. C'est banni, mais si vous voulez, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, parce que l'Internet est libre en Russie, vous pouvez regarder à peu près ce que vous voulez. Mais là où la Russie, justement, essaie c'est pour ça qu'ils prennent ce genre de loi, c'est pour pouvoir intervenir sur les fournisseurs d'accès, pour essayer de mettre à l'abri les enfants. C'est essentiellement... les enfants, la première loi qui a été prise, c'est déjà maintenant il y a plus de 10 ans, c'était contre la propagande homosexuelle. C'est-à-dire que vous ne pouviez en gros pas parler de ces questions-là jusqu'à 22h. Et les films où c'était traité étaient interdits aux moins de 18 ans. On considère que les enfants, d'ailleurs il y avait un sociologue français qui disait l'adolescent passe par tous les stades de la folie. Et c'est un peu dans cet esprit-là que c'est pris. C'est-à-dire les enfants sont vulnérables, ils ne sont pas stabilisés pendant leur adolescence, donc il ne faut pas les exposer à des choses... LGBT, ici, on a eu toute une histoire à propos des drag queens qui vont lire des histoires aux enfants dans les écoles et tout ça.
Oubliez ça, là. En Russie, ça n'existe pas, cette affaire-là. C'est inimaginable, il faut bien comprendre. Inimaginable? C'est inimaginable. Okay. Non seulement dans les régions musulmanes, parce que vous avez la Russie, c'est un empire. La Tchétchénie, notamment. La Tchétchénie, mais c'est ce qu'avait dit Vladimir Poutine il y a 10 ans, quand ils avaient pris cette loi sur l'interdiction. Il a dit, mais vous imaginez que si jamais nous, on autorisait constitutionnellement le mariage homosexuel, c'est la sécession immédiate de toutes les républiques musulmanes. Le Tatarstan, la Tchétchénie, l'Ingouchie, etc. Donc, même pour la concorde nationale russe, c'est inimaginable. Et de toute manière, même les populations chrétiennes ou, je dirais, agnostiques, pour eux, c'est la France des années 80. C'est inimaginable. Oui, vous faites ce que vous voulez dans votre chambre. C'est criminel. Une drag queen arrive à Moscou. Qu'est-ce qui arrive? Elle va se faire tabasser dans la rue. Ah oui? Ah oui. OK. Ouais, je pense que la police l'arrêtera avant, pour la protéger, oui. Et c'est codifié, là. C'est codifié le que tabassage, c'est une insulte. Non, mais je veux dire, le fait de se déguiser ou de devenir une drague. La Gay Pride est interdite, mais ça fait très longtemps. Okay. Et d'ailleurs, il y a eu quelques tentatives, il y a une quinzaine d'années, de faire des Gay Pride de force, et la police intervenait pour protéger l'ultra-minorité. Il y avait 30 personnes qui faisaient quelque chose de symbolique dans le centre de Moscou. Et en fait, la police intervenait rapidement pour éviter que les gens leur tombent dessus. Okay. Que comprendre de Poutine quand on le voit avec un curé orthodoxe et par la suite, il a une rencontre en après-midi avec le chef de la sécurité nationale et tout. Comment comprendre ça? C'est-à-dire cette union sacrée-là entre le religieux, le politique, le militaire et le sécuritaire. C'est vraiment quelque chose à comprendre, c'est quelque chose de profond. Là. Alors c'est quelque chose de très profond. Croyons-le ou non, Poutine, c'est quelqu'un de religieux. Hein, oui, profondément. D'ailleurs, il cite... Quoi comprendre de ça? Il cite souvent Ivan Ilyin, qui est le père du nationalisme russe, on va dire, contemporain, qui est un russe blanc, en fait, qui avait fui la révolution et qui incite beaucoup... Biélorusse. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a peu de gens qui connaissent Ivan Ilyin. Alors là, je suis impressionné. Et donc, il faut voir aussi que c'est quelque chose d'assez ancien dans l'histoire russe. Ils appellent ça la symphonie entre le pouvoir temporel et spirituel. C'est-à-dire que la Russie se présente pas comme un pays religieux, mais multi-religieux ou multiconfessionnel, si vous voulez. Et bien sûr que l'orthodoxie est considérée en premier parce que la Russie est un pays orthodoxe, mais les autres chefs de ce qu'ils appellent les religions traditionnelles sont également consultés. C'est-à-dire les religions traditionnelles, c'est l'islam, le bouddhisme et le judaïsme. Et donc, ces 4 religions sont consultées concomitant à des grandes décisions. Oui, sur les questions. Il y a un respect de multiplicité religieuse. Notamment sur les questions d'éthique. Parce que de toute manière, par exemple, si on parle sur la question de l'avortement, les juifs, les musulmans, les orthodoxes et les bouddhistes sont d'accord. Mais l'islam radical demeure un ennemi pour Poutine. Parce qu'on a vécu en Tchétchénie qui a été vaincu. L'islamisme. Oui. Un ennemi qui a été vaincu. D'ailleurs, on a vu ça. D'ailleurs, aujourd'hui, où sont les Tchétchènes radicaux? Ils sont en France. Et ils assassinent. Malheureusement. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Et aux États-Unis, parce qu'on a vécu au marathon de Boston. Exactement. Et au contraire, Vladimir Poutine a extrêmement bien joué la carte de la famille Kadyrov, du clan Kadyrov. Pour se souvenir, pendant la première guerre en Tchétchénie en 95-96, en face de l'armée russe, parmi les chefs, il y avait le père de Kadyrov, Ahmad Eladj Kadyrov. Et après, il s'est rendu compte en 99 et 2000 que l'islam était instrumentalisé. Et donc, Poutine s'est appuyé sur Ahmad Kadyrov. Ça a marché, ça a mis fin à la guerre. Il l'a payé de sa vie puisqu'il est mort dans un attentat. Poutine s'est adressé à son fils, Ramzan Kadyrov, et là aussi, ça a marché. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est que l'islam, dans ces régions-là, qui était largement instrumentalisé par les services secrets occidentaux, a renoué avec ses traditions locales. Parce que c'est pas un islam déraciné. Le Tchétchène, il vient de Tchétchénie, de l'Ingouche, le Tatar du Tatarstan. C'est autochtone. C'est autochtone. Ils ont leur territoire. Ils sont pas perdus. Et notamment, quand il y a eu des volontaires tchétchènes qui sont partis se battre avec les djihadistes en Syrie, et qu'ils ont été récupérés ou qu'ils sont rentrés, qu'ils se sont fait attraper par la police. Il y a eu un moment assez étonnant où on a vu le pouvoir tchétchène a fait venir les parents, la famille. Et en face, il y avait donc ces jeunes qui étaient des paumés en fait. Mm-hmm. Et en fait, ils ont et le moufti a fait la leçon à ces jeunes-là qui étaient partis les djihadistes devant leur famille. Pour les humilier. Pour bien pour bien faire comprendre aux familles, c'est votre responsabilité. Donc il y a une volonté de combattre le djihadisme en utilisant les structures sociales très fortes, traditionnelles dans ces régions-là. Et c'est une victoire. Et si vous regardez, Vladimir Poutine vient de se rendre en Arabie Saoudite, avec qui il est venu, Ramzan Kadyrov. Vous voyez la poignée de main entre Mohamed Ben Salman ça arrive là, et Kadyrov.
Ça voit bien arrive que la Russie, grâce à sa politique, peut profiter de faire partie du monde musulman quasiment.